Voilà, donc on avait donné un exercice. On définit un type étudiant composé de matricule, nom, prénom et moyenne. Et on se donne un tableau T de n étudiants avec n inférieur ou égal à 100. Et ce qu'on demande, c'est un algorithme qui permet de calculer le nombre d'étudiants admis. Ça veut dire qu'ils ont une moyenne supérieure ou égale à 10 en utilisant deux méthodes classiques, en utilisant l'allocation statique et en utilisant l'allocation dynamique. Ensuite, on va voir quelle est la différence entre les deux. Donc, la première solution statique, elle est simple. Donc, c'est ce qu'on a tout le temps vu, sauf qu'on va utiliser des enregistrements. Donc, je vous donne directement la solution statique. Donc, on déclare un type étudiant tel qu'on l'a défini, l'exercice, l'énoncé. Ensuite, on réserve un tableau T de 1 à 102 T étudiants. Donc, les éléments de T sont des types étudiants. En un compteur, le nombre d'étudiants utilisés, la somme, lorsqu'on demande le nombre d'étudiants admis. Pardon. Maintenant, donc, c'est vraiment classique. Donner la taille du tableau, répéter, lire le n, j'initialise la somme à 0, une boucle. Bon, je peux utiliser le avec pour simplifier les écritures ici. Donc, avec un T de I, faire, lire matricule, nom, prénom, moyenne. Ensuite, si la moyenne est supérieure ou égale à 10, j'incrémente le compteur à la fin, donc le nombre d'admis c'est S. C'est vraiment classique, donc en principe, tout le monde peut saisir ça. Bon, là j'utilise le avec, j'aurais pu ne pas utiliser le avec, donc je vais dire lire T de I point matricule, T de I point nom, T de I point prénom, T de I point moyenne. Maintenant, on passe à la deuxième solution. La deuxième solution, elle est dynamique. Dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un tableau de pointeurs. On a utilisé les pointeurs, donc je ne vais pas utiliser un T étudiant statique, mais je vais prévoir qu'il va y avoir des étudiants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? La deuxième solution dynamique. Donc, elle consiste à utiliser des pointeurs pour les éléments du tableau. Donc, ce sera un tableau de pointeurs et non pas un tableau de T étudiant. Donc, on va utiliser un tableau de pointeurs vers le type T étudiant. Ce qui fait que la réservation d'espace se fera pendant l'exécution. Ça veut dire que je ne vais pas réserver 100 T étudiants dès le départ, mais je vais attendre qu'on me donne le nombre exact qu'on va utiliser. Vous vous souvenez du problème, tu as les voyageurs, tu as le groupe de voyageurs. Donc, on ne va pas réserver des chambres au départ, mais à l'arrivée. On a la même chose, donc je prévois un tableau de pointeurs de 100, mais je ne vais pas faire la réservation et j'attends l'exécution. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Je définis toujours le type T étudiant, classique, mais je définis un pointeur vers T étudiant. On a dans la différence. Donc là, je déclare un pointeur. Vous voyez ici le pointeur. Ensuite, le tableau, ce n'est plus un tableau de T étudiant, mais c'est un tableau de pointeurs, de P T études. La différence, c'est que la première solution, on avait un tableau T de 100 étudiants. Donc, on a fait la réservation pour 100 étudiants. Ici, j'attends. C'est un tableau, oui. Je vais dire, je prévois qu'il va y avoir 100 étudiants. Mais je ne le fais pas. C'est-à-dire, je ne vais pas réserver 100 étudiants. Je réserve juste 100 pointeurs. C'est tout. Le compteur et le nombre d'éléments à donner ne changent pas. La première partie ne change pas, donc donner la taille du tableau, je vais lire le nombre exact, j'initialise la somme. Maintenant, le remplissage du tableau, on est dans la différence. Donc, au lieu de faire directement avec T de I, là, on va dire d'abord, je vais allouer. La dernière fois, on m'avait posé la question, l'allocation. Voilà. Maintenant, j'ai besoin de faire, j'ai besoin d'un élément du tableau, je vais l'allouer.
j'ai besoin, c'est en ce moment-là, lorsque je vais commencer la lecture, que j'ai besoin de l'espace. Et donc, c'est en ce moment-là que je vais faire la réservation. Je vais dire donc allouer T2i, donc réserver un espace. Ensuite, avec cet espace-là, avec T2i pointeur, pointé, donc là, c'est le pointé, c'est la variable dynamique. Ça, c'est l'espace, ce n'est pas le pointeur. Qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose. Je vais faire exactement la même chose. Maintenant, là, je teste la moyenne kiff kiff, donc en utilisant le pointé. Ce n'est plus un tableau classique, c'est un tableau de pointeurs. Donc j'utilise le pointé point moyenne, j'incrémente la somme et ainsi de suite. Donc vous voyez que la solution, point de vue algorithme, il n'y a pas une grande différence, c'est juste une différence de syntaxe. Au lieu d'utiliser T2i, j'utilise T2i pointé. Et au lieu de tester la moyenne, donc je vais tester le pointé de la moyenne, ce qui fait que je vais tester la variable dynamique. Donc, point de vue algorithmique, voilà les différences. Les différences sont au niveau de la déclaration et au niveau des traitements. On a ce qui est en plus, allouer le T. Donc, avant, à chaque itération, je ne vais pas allouer tous les éléments, mais à chaque itération, pour i allant de 1 à 1, pour i égale à 1, j'alloue T de 1. Je remonte, T égale à 2, donc je vais allouer T de 2, et ainsi de suite. Quelle est la différence entre les deux solutions? La différence, c'est clair. Donc, la différence, c'est que la première solution statique, on a fait une réservation de 100 espaces mémoire pour un enregistrement de type T étudiant. Donc, même si le nombre d'étudiants traités, le 1 hada, il est inférieur à 100, là, on est obligé de réserver 100. C'est les solutions classiques qu'on a vues tout le temps. La solution dynamique, non. La solution dynamique, donc, on a fait une réservation de 100 pointeurs, point de vue statique, j'ai réservé 100 pointeurs, mais la réservation des enregistrements, je vais la faire au moment de l'exécution. Donc, l'espace alloué pour les étudiants, il sera pendant l'exécution, en utilisant la procédure allouée. Donc, on réserve n espaces, exactement le nombre traité. Il faut faire attention donc à la différence entre les pointeurs et les pointés. Point de vue syntaxe. Donc, le premier cas, on utilise T2i. Deuxième cas, on utilise T2i pointé, donc suivi du chapeau. Donc, elle est la solution statique et la deuxième, c'est la solution dynamique. La seule différence, point de vue syntaxe, c'est ça. En utilisant bien sûr la procédure allouée. Donc là, on va voir si on fait des calculs, on va le faire vous l'avez vu déjà, je pense. Donc on réserve 100 pointeurs, c'est statique, mais on va gagner au niveau de l'espace dynamique. Ça veut dire qu'au niveau du dynamique, je vais réserver n et non pas 100. Donc si le n il est inférieur à 100, je ne vais réserver que le nombre nécessaire pour faire ce traitement-là. Un peu de calcul. Alors, supposons qu'un entier occupe 2 octets, c'est des hypothèses. Un réel occupe 4 octets, on sait c'est le même. Le C, les entiers les réels, ils occupent le même. Les réels doubles, ils occupent plus 8 octets, donc 64 bits. Un caractère occupe 1 octet, et supposons que les adresses occupent 2 octets. La taille des adresses, elle dépend de la machine. Vous vous souvenez que les adresses ne sont pas des entiers, mais ça dépend du bus d'adresse de la machine. Donc, si le bus d'adresse est à 16 bits, je vais occuper 2 octets. S'il est à 32 bits, je vais occuper 4 octets, et ainsi de suite. Là, on suppose que les adresses occupent 2 octets. J'aurais pu supposer 4 octets. Alors, dans ce cas, la taille d'un enregistrement du type T étudiant, lorsqu'on déclare E, c'est un T étudiant, quel est l'espace nécessaire pour enregistrer les informations d'une telle variable? Donc, je fais un matricule de type entier, donc j'ai besoin de 2 octets. Le nom fait 20 caractères, donc 20 octets, parce qu'un octet c'est 1. Le prénom c'est 20 caractères, donc 20 fois 1.
et une moyenne, donc 4 octets. Ce qui fait qu'au total, le type Tana, il occupe 46 octets. Un entier, 40 caractères pour le nom et prénom, et un réel pour la moyenne. C'est bon. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? C'est bon? Bien. Alors, pour la solution statique, donc on a besoin d'un tableau de 100 T étudiants, ce qui fait que je vais réserver 100 fois 46, donc 4600 octets. On a utilisé 3 variables entières I, N et S, chacune occupe 2 octets, donc 6 octets. Au total, donc c'est 4606 octets. Les 4606 octets, ils seront réservés au début du programme jusqu'à la fin du programme. C'est statique. Et même si on utilise 20 étudiants, je vais occuper les 4606. Je vais réserver les 4606 octets. Pour la solution dynamique, donc le tableau de 100 pointeurs, on a ADC statique, je n'ai pas le choix. Donc je vais réserver 100 pointeurs. Chaque pointeur, il occupe 2 octets, donc c'est 100 fois 2, c'est 200 octets. La différence, elle est à ce niveau-là. On va utiliser n espaces pour tes étudiants. N, c'est la solution exacte. Donc je vais avoir 46n. Si le n est égal à 100, donc c'est 4600. Sinon, c'est 46n. Octets. Les 3 variables, ils occupent 6 octets, je les laisse. Donc au total, je vais avoir 46n plus 206. Les 200 pointeurs statiques, les 6 octets pour les compteurs à deux mots, les variables entières, et les 46n pour le nombre exact des étudiants. Donc on voit que l'espace nécessaire dépend de n, donc il est en fonction de n, qui est connu pendant l'exécution. Alors, quand est-ce que la solution 1 est meilleure ou la solution 2 est meilleure? Donc, on va dire que la solution 2 sera meilleure si le nombre d'octets, c'est-à-dire l'espace mémoire réservé pour cette solution, est inférieur à l'espace réservé pour la première solution. Donc, si le 46.1 plus 206 est inférieur à 4606, on va dire que la deuxième est meilleure. On va résoudre cette inéquation. Donc, ça donne n inférieur à 4600, bon, c'est classique, on va obtenir n inférieur à 95,65. Ça veut dire que si le nombre d'étudiants traités est moins de 96, on aura toujours la deuxième solution qui est meilleure. Ce qui fait que lorsqu'on manipule des variables de taille importante, assez importante, telles que des enregistrements, on aura toujours la solution dynamique qui est meilleure, jusqu'à 96%. Ça veut dire, quand je dépasse 96, la solution 2, elle occupe moins d'espace. Pourquoi elle occupe moins d'espace? Parce que je n'aurai pas besoin des pointeurs, les 200 octets des pointeurs. Mais en général, à 96%, je vais avoir la solution dynamique meilleure que la solution statique. Donc ce calcul-là nous montre que la solution dynamique, elle est assez importante. Maintenant, si les variables manipulées ne sont pas de taille importante, là, je vais perdre l'affaire. Ça veut dire que si je manipule que des entiers, dans ce cas, je vais utiliser en quelque sorte les 200 octets, les pointeurs statiques en plus. Mais en général, on va dire que la solution dynamique, elle est meilleure. Bon, c'est un simple calcul, mais on va voir que l'intérêt de la programmation dynamique est beaucoup plus que ça. Ça veut dire que ce n'est pas juste le gain de l'espace mémoire. Il y a d'autres avantages des solutions dynamiques. Donc, est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Ça veut dire que, est-ce qu'on peut améliorer la solution? Oui. Oui, on peut faire mieux. Le problème qu'on a eu la solution Hadiya, c'est que le tableau était un tableau de pointeurs statiques. Donc, on était obligé de réserver 200 pointeurs. On peut proposer ce qu'on appelle des tableaux dynamiques. Tableau dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la taille du tableau n'est pas connue à l'avance.
Là, on a tout le temps dit que lorsqu'on déclare un tableau, je dois donner la taille maximale du tableau. C'est les tableaux classiques. Les tableaux dynamiques, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ça veut dire que vous pouvez dire que j'aurai besoin d'un tableau. Sa taille, je vais la connaître au moment de l'exécution. Donc, on considère que le tableau, c'est un pointeur. Le tableau lui-même, c'est un pointeur. Donc, on le déclare. Donc, j'aurai besoin d'un certain type, mais la taille TAO, elle sera connue au moment de l'exécution. Vous allez dire, bon, on a tout le temps dit que les tableaux, c'est impossible. Mais non, non, c'est un nouveau type, c'est un autre type qu'on appelle tableau dynamique. Donc, ce n'est pas exactement comme les tableaux classiques. Donc, c'est possible. Alors, si on revient au début du cours, on a vu les tableaux, on avait dit qu'on fait correspondre une seule adresse au tableau. Lorsqu'on a vu les adresses des éléments du tableau, c'était des adresses calculées. Donc, le début du cours, lorsqu'on donnait les exemples des différents types, des pointeurs qui pointent vers différents types, lorsqu'on a pris l'exemple du tableau, il a une adresse de base. Et à partir de cette adresse de base-là, je peux trouver l'adresse des autres éléments. Donc, pour un tableau dynamique, on fait exactement la même chose que les tableaux statiques, sauf que la réservation se fait pendant l'exécution. Donc, on réserve un espace, on va dire contigu, qui veut dire l'un à côté de l'autre, son voisin, à partir d'une adresse qui sera l'adresse du premier élément, donc c'est l'adresse de base. Le tableau dynamique. Donc, le comportement du tableau dynamique mais un tableau statique, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas une différence. Question de manipulation. J'accède avec les indices, ainsi de suite. Donc, la différence, c'est que la taille tahum, pour le statique, elle est connue au départ. Pour le dynamique, elle est connue pendant l'exécution. Alors, comment je déclare un tableau dynamique? Bon, je ne vais pas insister sur ça parce qu'on ne va pas les utiliser vraiment là. C'est quelque chose qui est programmé pour l'année prochaine. Mais juste pour avoir une idée, donc on ne précise pas la taille. Je vais dire T, par exemple, c'est un tableau de T étudiant. D'habitude, on faisait T, c'est un tableau de 1 à 100, de 200 T étudiant. Maintenant, je vais dire c'est un tableau de T étudiant. Sa taille, elle sera connue au moment de l'exécution. Et si je ne donne pas la taille, ça veut dire que c'est un tableau dynamique. Donc, automatiquement, le système va comprendre que c'est un tableau dynamique. Si je ne donne pas entre crochets la taille, ça veut dire que c'est un tableau dynamique. Comment je vais allouer? Donc, c'est un pointeur. C'est un type de pointeur. Je vais dire allouer au moment de l'exécution, lorsque je vais lire le 1, le nombre d'éléments que j'aurai besoin, on peut allouer T1. T,1 qui veut dire un tableau de n éléments. Quel est le type des éléments? Il est au niveau de la déclaration. On a dit que c'est un tableau de T étudiant. Donc, je vais réserver n T étudiant. Il faut faire attention qu'une fois alloué, c'est-à-dire une fois que je vais faire la procédure ADA, je vais appeler la procédure alloué T1, classe. Maintenant, le tableau devient statique. Le tableau devient statique. Ça veut dire que sa manipulation est exactement comme un tableau statique. Donc, si on veut changer la taille, impossible. Une fois qu'on a alloué, il devient statique. Je ne peux pas changer sa taille. Alors, si je veux le faire, ça veut dire que si je veux changer la taille du tableau, il faut faire une gymnastique. Donc, il faut libérer quand même les espaces, ensuite allouer un nouveau tableau avec une nouvelle taille, ainsi de suite. Pour libérer la même chose, donc T c'est un pointeur, donc je vais dire libérer T, qui met les opérations sur les pointeurs. Voilà, donc on arrive à la fin. Les applications des pointeurs, c'est pas l'avantage, c'est pas juste le gain à l'espace mémoire tel qu'on l'a vu l'exercice Adam, mais on a plusieurs applications de ce type de pointeur. Donc, en plus de la gestion instantanée de la mémoire, allocation et libération, déjà, c'est un avantage. Ça veut dire qu'à un certain moment, j'ai besoin d'espace, donc je vais allouer. Et à la fin, lorsque j'en ai plus besoin, je vais libérer. Cette manipulation me permet de ne pas avoir une mémoire saturée. Ça veut dire que
Je ne vais pas avoir une saturation de la mémoire. Chose peut-être que vous ne... qu'on a tout le temps manipulé, on a tout le temps manipulé, mais peut-être que vous ne saviez pas me laisser c'était exactement les pointeurs. C'est... est-ce que quelqu'un a une idée? Bon, j'ai donné déjà le cours. Donc, c'est les AP. Les AP, si vous vous souvenez, donc on avait deux modes de passage des paramètres. On avait le mode de passage par valeur. Là, on avait fait des copies de variables, donc je travaille sur une copie. Le deuxième, c'est le type, plutôt le mode de passage par référence ou là par entrée-sortie. Ou là, ce qu'on a appelé aussi le passage par adresse. Déjà, son nom, le passage par adresse, les pointeurs sont des adresses. Donc, finalement, le passage par référence, les procédures, les fonctions, les AP en général. Donc, on a dit qu'on travaille sur la variable originale. Et comment on peut faire ça, justement, c'est en utilisant l'adresse de la variable. Ça veut dire que même si je suis à l'intérieur de la procédure, si j'utilise l'adresse, ça veut dire qu'il va m'orienter vers l'espace original. Et c'est ainsi qu'on a pu faire référence à la variable sans faire de copie. Sans faire une copie, je travaille directement sur la variable originale, à travers son adresse, donc à travers un pointeur. Donc, ce qui nous a permis d'utiliser le mode de passage par référence, c'est justement ces pointeurs. Donc, c'est parmi les applications très importantes des pointeurs. D'autres applications aussi importantes sont, on va voir qu'on peut les utiliser pour définir d'autres types de structures de données, telles que les listes, les piles, les fils, les arbres. Bon, pour cette année-là, on va voir juste les listes. L'année prochaine, donc, vous allez voir les piles, les fils, les arbres et autres structures de données qui se basent justement sur les pointeurs. On va voir aussi l'année prochaine, le deuxième semestre à l'année prochaine, vous allez utiliser la programmation orientée objet. Sans les pointeurs, je ne peux pas faire de POO. Donc, parce que la définition des variables qu'on va utiliser sur la programmation orientée objet se base sur l'allocation des names. Voilà, Hada, donc c'est la fin de ce cours-là. Je passe maintenant au nouveau chapitre qui est les listes chaînées. Donc, les listes chaînées, c'est le dernier chapitre de ce semestre. Donc, on va voir une autre application des pointeurs qui est utilisée pour la définition de nouvelles structures de données qui sont les listes chaînées. Bon, avant d'entamer, on va faire un petit retour en arrière. On revient un peu au tableau. Donc, on a vu lorsqu'un ensemble de variables ont le même type, on les regroupe dans une même structure qu'on a appelée tableau, ce qui facilite la manipulation des éléments de cet ensemble-là. Ce qu'on a vu aussi les pointeurs, on vient juste de le voir. Donc, chaque élément du tableau, on peut faire un accès direct à cet élément en utilisant la fameuse formule. La taille d'un élément multiplié par son indice plus l'adresse de base, ce qui nous permet de faire des accès directs aux éléments. Hada, on l'a déjà vu. Le cours des pointeurs, c'est ce qu'on vient juste de voir. Justement, comment on peut faire ça? C'est parce que le tableau Hada, c'est un pointeur. Dans la mémoire, pourquoi je peux utiliser la formule? C'est parce que les éléments du tableau sont stockés en mémoire côte à côte. Ça veut dire qu'ils sont voisins. Ils sont adjacents. Alors, on dit que les éléments du tableau sont contigus.
C'est le terme utilisé le domaine. Donc, qui veut dire contigu, qui veut dire qu'ils sont voisins, qu'ils sont adjacents, qu'ils sont côte à côte. Alors, s'il n'était pas contigu, je ne peux pas appliquer la formule parce qu'on a par exemple l'indice, le dixième, c'est 10 fois la taille plus l'adresse de base. Alors, si ce n'était pas côte à côte contigu, donc l'application de la formule n'aurait pas donné l'adresse exacte de l'élément. Alors, justement, cette technique-là de sauvegarde, c'est une méthode ou une manière de représentation des données. On parle de la représentation contiguë. Donc, le fait de représenter des données par un tableau n'est pas seulement faire un regroupement d'éléments qui ont le même type dans un seul espace, mais a aussi un effet sur la manière de sauvegarder. Ça veut dire que les éléments en mémoire, ils seront posés l'un à côté de l'autre. C'est ce qui nous permet justement de calculer l'adresse d'un élément à n'importe quel moment. Alors cette manière, ou bien cette méthode de représentation, a un avantage. L'avantage principal de la représentation contiguë, c'est l'accès direct. كما شفنا في les fichiers. On a des fichiers à accès direct, des fichiers à accès séquentiel. L'accès direct, il est très important. Ça veut dire que ça vous permet d'accéder à la variable d'une manière très rapide. Il suffit d'avoir son indice, sa position, et donc on va faire un accès directement. Si j'ai un tableau par exemple de 8 éléments, E1 à E8, donc ça c'est les éléments, c'est les indices. Si je donne un indice, donc je vais avoir directement l'élément donné. Malheureusement, cette méthode de représentation a des inconvénients. Elle a exactement deux inconvénients majeurs. Le premier inconvénient, c'est la taille de la structure de données. La taille de la structure de données. On a tout le temps dit que lorsque je déclare un tableau, je dois donner la taille maximale. Je dois donner le max des éléments du tableau. Et donc, une fois que le tableau est plein, on ne peut plus ajouter des éléments. Ça veut dire que si vous dites, je vais réserver un tableau de 100 étudiants, en bas, finalement, on a 120, je ne peux pas prendre les 20 supplémentaires parce que j'ai réservé un maximum de 100. Alors, s'il vient encore un nombre plus important, c'est encore pire. Vous pouvez me dire, on vient de voir juste la notion de tableau dynamique où on ne devait pas spécifier la taille maximale au départ. Et vous allez dire qu'on va pouvoir utiliser donc une taille quelconque. Je vais dire, bon, oui, supposons que on va déclarer, c'est-à-dire un tableau dynamique, et la réservation, elle va se faire au moment de l'exécution. Mais même au moment de l'exécution, on a dit qu'une fois que je vais faire l'allocation, il devient un tableau statique. Et donc, si j'ai besoin d'augmenter encore la taille, je ne peux pas. Parce que la taille d'un élément, d'un tableau, même s'il est dynamique, une fois que je fais l'allocation, il devient statique. Donc, la taille est toujours limitée. Donc, la solution d'utiliser un tableau dynamique n'est pas aussi une solution vraiment pratique. Le deuxième inconvénient, on a deux inconvénients. Donc, le premier inconvénient, c'est la taille de la structure. Le deuxième inconvénient, il est encore plus important. Il est aussi important que le premier. C'est quoi? Le deuxième inconvénient, c'est la mise à jour. Ça veut dire que si je veux faire des mises à jour sur les données sauvegardées dans ce tableau-là. Alors, supposons que je veux supprimer. Par exemple, supprimer un élément ou là insérer un élément dans la mesure du possible. Supposons que j'ai alloué 100 éléments, on a utilisé 80, et je veux insérer un nouveau élément à une position donnée. C'est possible parce que l'espace, il existe, mais comment?
Alors, si vous vous souvenez des opérations qu'on a fait sur les tableaux, le fait de supprimer un élément de tableau ou d'insérer un élément dans un tableau trié, par exemple, on devait faire vraiment une gymnastique qui prend beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on devait faire? Si je veux supprimer un élément de Décalage. tableau. Oui? On fait des décalages. Bien, on fait des décalages. On doit faire des décalages de tous les éléments. Parce que sinon, je ne peux pas supprimer l'élément parce que il existe toujours le tableau. Je n'ai pas un moyen de dire que l'élément est supprimé. Si je le supprime, ça veut dire que je dois faire des décalages. Justement, pourquoi faire les décalages? Parce que pour garder la notion de calcul d'adresse. Parce que si l'élément HADA n'existe plus et je le laisse quand même à sa place, lorsque je vais calculer une adresse, il va me fausser les calculs. C'est pour ça que je dois le supprimer. Et donc, je vais faire des décalages de tous les éléments. Mais le décalage, c'est vraiment, il prend beaucoup de temps. Je vais vous prendre un exemple de 10 éléments seulement, un tableau de 10. Supposons que je veux supprimer le deuxième élément, donc هذا le moins 1. Donc on va faire un décalage de 8 éléments vers la gauche. Donc je décale le 3, le 8, le 1, le moins 8, le 13, le 15, le 7, le 30. Ensuite, on va dire que je vais réduire la taille du tableau. Donc, j'élimine le dernier qui sera double. Hada pour 10 éléments. J'ai une boucle de... Pour supprimer le deuxième élément, j'ai fait une boucle de 8. Alors, supposons que je vais faire ça pour un tableau de 1000 ou la plus. Donc, vous voyez, le temps, il sera perdu quand même les décalages. La même chose pour l'insertion. Si je veux insérer, ça va être la même chose. Ou que ça soit dynamique ou la statique, c'est la même chose parce qu'on a une fois que je vais utiliser, même si j'utilise un tableau dynamique, une fois que j'ai alloué, ça devient statique. Et donc les opérations seront exactement les mêmes. Donc la représentation contiguë, elle possède un avantage très intéressant qui est l'accès rapide aux données, mais l'inconvénient majeur, c'est la mise à jour des données. Ça veut dire que si on a à faire des mises à jour souvent, donc, il est déconseillé de l'utiliser. Donc, quand est-ce qu'on utilise la représentation contiguë ou quand est-ce qu'elle est conseillée? Elle est conseillée dans le cas où j'utilise des problèmes ou là, je traite des problèmes où les mises à jour sont vraiment rares. Par exemple, un dictionnaire. On va concevoir un dictionnaire. Bon, un dictionnaire, ça vous faut du temps, hein, parce que une fois, par exemple, il y en a un nouveau mot qu'on va utiliser, ou là un mot qui n'est plus utilisé, donc je dois le supprimer du dictionnaire. Ça prend des dizaines d'années, des vingtaines d'années. Donc, il est vraiment rare. Donc, là, je peux utiliser un tableau. L'avantage, maintenant, si vous cherchez par exemple un synonyme, vous donnez le nom, le mot, il va faire un accès direct. Un mot qui commence par Z, il ne va pas passer par tous les éléments, par tous les mots du dictionnaire. Il va accéder directement au mot hadaya que vous donnez. Mais elle est vraiment déconseillée dans le cas où la mise à jour est fréquente. Si j'utilise par exemple dans un cas de commerce par exemple, où des clients qui circulent, dans ce cas, il est déconseillé d'utiliser un tableau pour faire des accès directs parce que si par exemple je vais supprimer un élément, qu'il y a un client déjà, j'ai traité, là je supprime, dans ce cas je vais faire des décalages de tout le monde. Quelle est la solution alors? Quelle est la solution à ce problème-là? Alors en général, quand on a un problème et je veux trouver des solutions, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va recenser les problèmes, donc les inconvénients, et je vais essayer d'éliminer ces inconvénients-là un par un. Donc trouver des solutions, des remèdes à ces problèmes-là. Là, on a dit qu'il y a deux inconvénients majeurs, les tableaux. Vraiment, les tableaux, c'est un type. On a la solution contiguë, c'est-à-dire la représentation contiguë. Les deux inconvénients, c'est la taille et la mise à jour. Donc, on va essayer d'éliminer un par un, en commençant par le plus important, qui est le deuxième. Parce que quand on a la taille, c'est plus ou moins.
Mais l'inconvénient à la mise à jour, c'est les très important. Donc, on va commencer par cet inconvénient-là. Donc, on doit trouver une solution qui évite les décalages. Parce que le problème de la mise à jour, c'est les décalages. Est-ce qu'on peut éviter ce décalage-là? Ou comment trouver une solution de telle sorte à éviter ces décalages? Alors, le problème de décalage, il est dû au fait qu'il y a un ordre entre les éléments qu'il faut respecter. Donc, on a contigu, ça veut dire qu'il y a un wahad mar wahad. Donc, si je supprime un, je dois garder le même ordre. C'est pour ça qu'on devait faire des décalages. Donc, cet ordre-là, il doit être respecté. Et c'est un lien implicite. Ça veut dire que on ne va pas dire voilà, Hada, il va être après ça. C'est un tableau, automatiquement, on a fait la réservation l'un après l'autre. Donc, c'est implicitement, indirectement, on sait que le deuxième élément vient après le premier, le troisième élément, il vient après le deuxième. Alors, si on veut éviter ce décalage-là, il faut casser cet ordre. Mais si on casse cet ordre-là, on va perdre le lien entre les éléments. La solution est de rendre ce lien-là explicite. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? J'attends une réponse. Bizarre. Au moins. Oui, non. Je pense que ceux qui ont dit oui, il y a quand même de quelques lacunes là. Là, je pense que ce n'est pas vraiment clair. Ce n'est pas vraiment clair. On va expliquer autrement pour voir exactement ce qu'on vient de dire sur le passage ADR, qu'est-ce qui se passe. Alors, supposons qu'on a 5 personnes alignées. Supposons qu'on a 5 personnes alignées. Chaque personne a un numéro, 5, 19, 3, 29 et 8. Alors, si je vous pose une question, je vais dire quel est le numéro du deuxième élément? Quel est le numéro du deuxième élément? J'attends une réponse. 19. 19. Bien, vous allez me dire le 19, c'est simple, c'est le 19. On colle, quel est le numéro du quatrième? Vous allez dire la même chose. C'est simple, c'est le 29. Alors pourquoi on a pu répondre rapidement? C'est parce que implicitement, il y a un ordre, le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ou c'est implicite, mais comme j'en ai appelé T2, 1, T2, ainsi de suite. Donc vous voyez, premier élément c'est 5, deuxième c'est 19, troisième c'est 3, quatrième c'est 29, cinquième c'est 8. C'est ce qu'on appelle un ordre implicite. C'est clair? Dites comme un schéma, une figure, fait des numéros. J'ai demandé une certaine position, vous avez calculé, et rapidement vous avez donné la réponse, parce que vous voyez l'ordre. C'est ce qu'on appelle un ordre implicite. C'est bon? Alors maintenant, je vais changer la situation. Je vais changer la situation et je vais présenter les mêmes personnes avec une autre manière. Je vais les mettre comme ça. Alors maintenant, je repose la question, quel est le numéro du troisième? Quel est le numéro du troisième, de la troisième personne?
J'attends une réponse. Et on ne peut pas savoir, ils sont pas contigus. Bien. Donc, là, on ne peut pas savoir. Il n'y a pas un ordre, monsieur. Vous ne pouvez jamais le savoir. Pourquoi? Parce que l'ordre, justement, n'est pas implicite. Je n'ai pas un ordre. كل واحد وراه قاعد. C'est comme si, كنا راح نديروا la chaîne d'un service donné. الناس كانت دايره لا شين نورمال، كانوا واحد مور واحد. ان سيرتان مومون لحقت العشرة، الخدام مازال ما جاش، بدات الشمس. Que vont faire les gens? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Supposons que vous êtes dans une يروحوا chaîne. للظل. يروحوا للظل. بيان، يروحوا للظل. سكي في كون بعد الى راحوا للظل كل واحد وين يروح؟ كل واحد وين يلقى بلاصه في الظل. سي كلار. اي دون سو كا لو كان نجيو نقولوا maintenant يجي واحد يشوف لي جون. Est-ce qu'il va trouver quelle est la première personne, la deuxième? شكون جا الاول شكون جا الدوزيام؟ Supposons que جيتو لقيتو 10 قاعدين في الظل. اسكو تقدر تعرف شكون البروميي فيهم وشكون الدوزيام ainsi de suite؟ Non, monsieur. Non, impossible. Impossible. Donc pourquoi? Parce que l'ordre maintenant n'est pas implicite. On a cassé l'ordre. Jet Shem, c'est la casser l'ordre. Et donc maintenant, si on veut savoir exactement quel est l'ordre, on doit trouver une solution de telle sorte que l'ordre soit explicite. Maintenant, je dois le savoir à partir d'une autre méthode, d'une autre manière. Comment? Comment le faire? Alors, je vais donner une situation. Maintenant, je vais demander à chaque personne, la chaîne, c'est clair, je vais dire au premier élément, tu dois te souvenir de la personne de Rahidji Morak. Et ainsi de suite. Chaque personne doit se souvenir du numéro de son voisin, à gauche. C'est clair? On va حنا نعرفوا في la liste قال هاو اللي جا الاول هاوليك je vais prendre juste le premier, les autres كل واحد يشفع على صاحبه. C'est clair? Bon, entre nous, l'ordre c'était 5, 19, 3, 29 et 8. Donc, les personnes هذوما اللي كانوا dispersées, la première personne c'était le 5, يقول باللي اللي بعدي كان le 19. Le 19, il va dire باللي mon suivant c'était le 3. Le 3 يقول بلي mon suivant c'était le 29. Le 29 يقول mon suivant c'était le 8. Le 8 يقول أنا كنت le dernier. Bien, je vais reposer la question. Maintenant, je vais dire quel est le numéro du troisième. Quel est le numéro du troisième? 3. 3. Alors maintenant, vous avez pu répondre. علاش؟ 5, monsieur. كيفاش؟ نعرفوا الأوردر تاعهم. Le numéro de troisième et 5. On a pu Non. savoir quel est le troisième parce que c'est vrai que il n'est pas l'ordre, on le connaît à travers les suivants. Donc là, le premier c'est 5, son suivant deuxième c'est 19, son suivant le troisième c'est 3. Donc on peut dire le troisième, la troisième personne c'est le 3. Pourquoi? Parce qu'il y a l'information explicite. Je l'ai écrite. ما كانش حاجة في الخيال برك. C'est explicite, donc j'ai l'information qui est donnée au niveau de chaque élément. Le suivant du 5 c'est 19, donc le 19. Le suivant du 19 c'est 3, donc le 3 c'est le troisième élément. Donc le suivant هذا il devient explicite. هذه la méthode هذه. Donc, dans la nouvelle situation, il existe un lien de chaînage explicite entre ces personnes-là. Ça veut dire que le 19 le 5 يبعثنا le 19, 19 يبعثنا le 3, 3 يبعثنا le 29, le 29 يبعثنا le 8. Le 8 راح يقول باللي je suis le dernier. Donc vous voyez que dans cette nouvelle représentation,
j'ai un lien de chaînage explicite, donc on l'a, chaque fois j'ai la personne qui va suivre. La méthode justement, elle va nous résoudre le problème de décalage. Comment? Comment cela peut résoudre le problème de décalage? C'est simple. Supposons que on va supprimer le troisième élément ou le deuxième élément. Si c'était un tableau, donc j'aurais décalé quand même les éléments vers la gauche. Dans ce cas, si je veux supprimer le deuxième élément, il suffit de dire à son précédent, le 5, on dit les temps suivants, c'était 19. On dit dorénavant, ce n'est plus 19. Le suivant, parce que il a abandonné. C'est trop, je vais partir. Je dois le supprimer. Donc je ne vais pas décaler. Mais je vais juste modifier l'information. Je vais dire au 5 que ton voisin n'est plus 19, mais c'est le suivant, tu as 19, c'était 3. Donc je vais changer ici. Et donc, le suivant, ce n'est plus 19, c'est 3. Et donc vous voyez que deux opérations nous ont permis de supprimer l'élément 2. On n'a fait aucun décalage. Sauf que le premier, قلنا له لا اللي كان قبل قلنا له باللي maintenant إذا شي واحد جا سقساك شكون موراك ما تقولوش باللي c'est le 19, قول له c'est le 3. C'est simple et c'est rapide. Justement, cette nouvelle manière de représentation s'appelle la représentation chaînée. Elle s'appelle la représentation chaînée. C'est bon? Je ne vois pas le chat. Vous utilisez le mic pour répondre. Est-ce que c'est simple? Oui, c'est simple. Bien. Alors, la représentation chaînée, donc, la nouvelle manière de représenter les données, elle se base sur un ordre implicite entre les éléments, mais pour pouvoir le faire, on doit ajouter à chaque élément manipulé une information sur le suivant. Ça veut dire que je n'impose pas, mais encore je les éléments l'un après l'autre. Vous pouvez prendre chacun une place, sauf que chacun doit maintenant avoir un espace pour sauvegarder une information sur le suivant terme. Si vous avez cette information-là, maintenant je n'aurai aucune difficulté de savoir l'ordre entre ces éléments-là. Je ne vais pas appliquer la fameuse formule dans les tableaux, parce que je ne peux pas, les gens ne sont pas alignés l'un après l'autre. Ok, mais si vous avez cette information-là, je n'aurai aucune difficulté pour avoir l'ordre. Donc chaque élément, il sera représenté par deux parties. Et puis pour les deux parties, ça veut dire un enregistrement. La première partie, c'est l'information elle-même, donc c'est la donnée en quelque sorte, qui décrit l'élément lui-même. Et dès qu'un étudiant, par exemple, une personne, donc on a les informations terreau, et là une partie suivante qui donne l'information, mais je ne vais pas avoir le détail de détail. Par exemple, le suivant, le nom de matricule, je n'ai pas l'information. J'ai juste un certain code sur le suivant. C'est clair. Vous n'êtes pas obligé de savoir le détail des informations sur votre suivant. Il suffit de dire, par exemple, qu'il a une veste noire. C'est le vieux avec la canne. Un indice qui va définir l'élément qui va suivre. On a le domaine informatique, donc on va utiliser un certain code. Exactement une certaine adresse. Donc la structure de données utilisant ce mode-là,
de représentation, parmi les méthodes, parmi les structures de données, on a ce qu'on appelle les listes chaînées. Les listes, donc, c'est une structure de données qui utilise la représentation chaînée. C'est clair? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Bien. Alors, les listes à Doma, il y a plusieurs types de listes. On a plusieurs types de listes. On a des listes linéaires, des listes non linéaires. Les listes linéaires, on a les LLSC, les LLDC, les LLCC, les arbres, les graphes sont des types non linéaires. Les indices à Doma Kamel. Nous allons nous intéresser au premier type de listes, les LLSC, qui veut dire les listes linéaires simplement chaînées. Hadoma, c'est des listes linéaires doublement chaînées, les listes linéaires circulaires, les listes linéaires chaînées circulaires. Hadoma, c'est des types que vous allez voir en deuxième année. Les arbres et les graphes, ce sont des listes non linéaires, vous allez les voir l'année prochaine aussi, Inch'Allah. Nous allons nous intéresser au premier type. Bon, si je dis le premier type Hadaya, c'est la base. Ça veut dire que si on maîtrise Hadoma, Hado, ça devient plus simple. Parce que tout ça se base sur la première. C'est pour ça, donc, là, on va étudier les listes simplement chaînées. Mais sachez que c'est la base. Il Hado, ça veut dire que les doublement chaînés, les circulaires, les arbres, il devient facile. Parce que la base, c'est toujours la même chose. C'est quoi une liste linéaire simplement chaînée? Donc, c'est une suite ordonnée d'éléments. C'est une suite ordonnée d'éléments. Les éléments sont parfois des maillons de même type. Ils doivent être de même type. Ils sont reliés entre eux par un chaînage simple. C'est pour ça qu'on les appelle simplement chaînés. Simple, dans un seul sens. Ça veut dire que il suffit de te souvenir d'une seule personne qui est à côté de toi, d'un seul élément. C'est pour ça qu'on les appelle simples. Donc le chaînage, il est dans un seul sens. Justement, les doublement chaînés, les deux. Circulaires, ont d'autres caractéristiques, ainsi de suite. Là, on s'intéresse au premier type de ces listes-là, c'est les simplement chaînés. Donc, un élément, c'est quoi? Un élément, c'est, ou ce qu'on appelle un maillon, c'est un enregistrement fait deux parties. Une partie information qui décrit l'élément et une partie suivante. Bon, là, on peut dire que on a des solutions contiguës en utilisant c'est-à-dire on va représenter les listes chaînées d'une manière contiguë, mais c'est vraiment des trucs à éviter. C'est-à-dire on va avoir des tableaux d'enregistrement. Là, la base c'était une représentation qui n'est pas contiguë. Une organisation séparée. On peut toujours représenter les listes, c'est-à-dire en ayant l'information et son suivant, en utilisant des tableaux, donc une organisation contiguë, mais vous allez voir que c'est très compliqué, il est déconseillé. Par exemple, on a un tableau de 6 éléments, mais je vais les représenter dans 6 éléments, je vais les représenter d'une manière, dans un tableau, mais qu'on est ordonné. Chaque fois, Paul Belli a un suivant. Il a le premier élément, il a fait le 4. Donc, 18,2 a de l'information. Son suivant se trouve à 1. Donc, il va venir le 1. Le 1, il dit que ma valeur c'est 5,25. Mon suivant c'est 7. Il va venir le 7. 7, il dit que ma valeur c'est moins 1,8. Mon suivant c'est le 3. 3, il dit que ma valeur c'est 10,1. Mon suivant c'est 5. 5, il va venir 5,1, il va venir le 2. 2, il dit que 8. Mon suivant c'est 0. Si l'indice de suivant c'est 0, c'est le dernier. Mais vous voyez que c'est très compliqué. Donc, l'équivalent à deux tableaux, la représentation contiguë classique, c'est ça. Premier élément, c'est 18,2. Le deuxième élément, il se trouve à 1, c'est 5,25. Le troisième élément, on a 7, donc c'est moins 1,8.
le suivant RAF 3, donc 10,1, le suivant RAF 5, c'est 5,1, le suivant RAF 2, 8,13, c'est le dernier. Alors cette représentation, elle est contiguë, elle n'est pas contiguë, mais elle utilise un espace contigu. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Je vous le dis dès maintenant, ça existe, mais la manipulation, la mise en œuvre est très complexe, donc elle est à éviter. Parce que déjà, on aura toujours le problème de la taille, parce que si j'utilise le tableau, j'ai le problème de la taille du tableau. En plus, la mise en œuvre, elle est vraiment complexe. Alors, on passe donc à l'élimination de le deuxième inconvénient qui est la taille. Donc, je ne peux pas utiliser le tableau parce que, c'est vrai qu'on a résolu le problème de suppression, même si j'utilise un tableau. Je peux résoudre le problème de la mise à jour, mais le problème de la taille reste un grand inconvénient dans ce cas. La résolution du problème, elle devient plus simple. Elle devient plus simple. Chaque maillon, il est représenté par une partie d'information qui décrit l'élément et une partie suivante qui nous donne l'information sur ce qui vient après. Si on pense à ce chaînage-là, d'après vous, que doit être la deuxième partie de l'enregistrement, le suivant? L'information, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut trouver une idée? J'ai perdu la fenêtre les chats, donc utilisez vos mics. C'est l'adresse, monsieur. Bien, c'est l'adresse. On a une information sur le détail. Tu n'as pas besoin du détail sur le suivant. Tu as besoin de quelque chose qui décrit le suivant. Il n'y a pas mieux que les adresses. Et donc, si on va dire adresse, ça veut dire que c'est des pointeurs. Parce qu'on a les adresses, c'est des pointeurs. Et donc, on voit le champ suivant, le maillon, la liste, il utilise la notion d'adresse. C'est l'élément suivant. Donc, il n'y a pas mieux de décrire le suivant par son adresse. C'est commun à tout le monde. Le deuxième taille, l'adresse taille. Le suivant taille, voilà son adresse. Donc, on utilise la notion de pointeur. Et vous voyez donc, c'est la deuxième utilisation très importante des pointeurs. Ce qui fait qu'en utilisant les pointeurs, une liste elle sera définie par un pointeur. Déjà, la tête, le premier élément, c'est un pointeur. Le maillon, qu'est-ce qu'il contient? Donc, il contient l'information qui décrit l'élément. Il contient un suivant qui est lui-même un pointeur. Donc, c'est un ensemble de pointeurs qui sont reliés entre eux. Et donc, la taille, elle est illimitée. Théoriquement, on a les pointeurs, à chaque fois que j'ai besoin d'un espace, je vais l'allouer. Et donc, la taille n'est pas limitée. Ce qui fait qu'on va résoudre le problème de taille en utilisant justement ces pointeurs. Alors, dans ce cas, comment je déclare une liste linéaire simplement chaînée? C'est toujours un enregistrement. Donc, on a un enregistrement fait l'information ou fait le suivant. Alors, la déclaration a généralement deux manières de représenter, ou ce qu'on appelle deux notations de représentation des listes chaînées. La première notation, on définir la syntaxe, on définir une liste. Je vais dire j'ai un maillon, donc le nom le maillon de la liste. C'est un enregistrement, fait une partie information qui a un certain type. Le type d'icône, type simple structuré, donc entier, réel, tableau, enregistrement, n'importe quoi. Ou on dit un suivant qui est un pointeur. Il pointe vers quoi? Il ne va pas pointer vers cette information. Il va pointer vers un élément, c'est un maillon. Il va pointer vers le même type, ou le type d'un maillon. Donc il va pointer vers un maillon.
Donc c'est la première notation utilisée pour définir ou bien pour déclarer une liste linéaire simplement chaînée. Donc nous mettons le nom de le maillon, le nom d'un élément de la liste. Un élément de la liste c'est un enregistrement, fait une partie information d'un type donné, ou fait un suivant qui est un pointeur. Il pointe vers quoi? Vers le même type. Donc il va pointer vers un maillon. Exemple, avec cette notation, les variables représentant les listes seront déclarées comme des pointeurs. Donc, on a déclaré le type, par exemple, une liste de réels. On colle E-liste, c'est le nom d'un élément de la liste. Fait une partie information, le type taha c'est réel. Le suivant taou c'est un élément de la liste. Dans ce cas, lorsque je déclare la partie déclaration, c'est les types. On colle les L et Q, ce sont des pointeurs vers des éléments de liste. Donc la première notation, déclarer un enregistrement, fait une partie information qui décrit l'élément, donc un type donné. Le suivant taou c'est un pointeur vers le même élément. Mais dans ce cas, lorsque je manipule les variables, je dois utiliser des pointeurs. Donc je déclare des pointeurs. Elle est correcte. C'est clair, la notation AD, elle est utilisée par pas mal de gens. La deuxième notation, que je considère plus pratique, bon, personnellement, j'utilise la deuxième. La deuxième, moi, je vais définir un pointeur, nom du pointeur, qui est un pointeur vers un maillon. Bon, c'est presque la même chose, sauf que vous allez voir que ça devient un peu plus simple la déclaration des variables. Le maillon, c'est quoi? C'est un enregistrement, fait toujours la partie information, qui est d'un type donné. Maintenant, le suivant, c'est quoi? Mais on colle pointeur. Il est déjà défini comme pointeur. Donc, on colle, c'est un nom du pointeur. Donc, indirectement, le maillon. Et donc, vous avez cette boucle-là, la partie information. Le suivant, c'est un pointeur. Et ainsi de suite. Alors, si je prends cette notation-là, la différence sur la hadkon, le type, donc je définis le type en utilisant deux éléments. Donc, on le P-liste, c'est un pointeur vers un élément de la liste. L'élément de la liste, c'est quoi? Donc, c'est un enregistrement, fait une partie information, par exemple, réel. Ou fait un suivant, c'est un P-liste. Donc, le P-liste, c'est quoi? C'est un pointeur. La différence, c'est là. C'est que la variable ta'i, maintenant je la déclare LQ, je ne déclare pas des pointeurs, je déclare des P-listes, qui sont des pointeurs en fait. Mais on utilise juste le symbole pointeur. C'est là que je vois peut-être que c'est plus pratique. Sans passer par le pointeur, on colle directement des P-listes et ça me donne directement les éléments. Bon, on peut utiliser l'une des deux, ou bien la première notation ou la deuxième notation. Oltana, dans l'utilisation que je préfère, c'est la deuxième. Bon, ça dépend, je pense que c'est plus simple, mais on peut toujours utiliser la deuxième, la première. L'avantage de la deuxième, c'est que je ne vais pas utiliser à chaque fois le symbole pointeur. J'utilise directement P-list. Maintenant, nous pouvons présenter un résumé sur les représentations de données. Et on va comparer les deux. Donc, la représentation des données, la première, c'est la représentation contiguë. Le représentant taha, c'est les tableaux. VS, la représentation chaînée. Le représentant taha, c'est les listes. On va faire maintenant une comparaison entre les tableaux et les listes et quelle est la meilleure solution. Donc, pour le point de vue mémoire, la représentation contiguë, تقدر تكون statique, تقدر تكون dynamique. شفنا les tableaux statiques qu'on utilise souvent.
et parfois on peut utiliser des tableaux dynamiques. Les listes chaînées, la même chose. La base, elle est dynamique, mais je peux utiliser le statique. Mais pour il est très complexe. Mais ça existe. Mais c'est plutôt dynamique. Mais quand on parle de tableau, c'est plutôt statique. Parfois, on utilise du dynamique. Les listes, c'est plutôt dynamique. Et parfois, vraiment très rare, on utilise le statique. Donc, question de comparaison, point de vue mémoire. Si vous avez quelque chose de statique, il est préférable d'utiliser les tableaux. Si vous avez quelque chose de dynamique, il vaut mieux utiliser des listes. Parce que la taille, donc je fais les contigus, la taille elle est limitée. Alors on n'a pas le choix. Même si c'est dynamique, on va limiter la taille. Par contre, les listes, la taille n'est pas limitée. Donc, lorsque vous avez un problème donné, où la taille elle est limitée, vous pouvez utiliser le tableau parce que c'est plus simple. Mais si la taille n'est pas limitée, il vaut mieux aller vers la représentation chaînée. Point de vue accès aux données, alors je fais les tableaux, un de l'accès direct, un de l'accès séquentiel. L'inconvénient de la représentation chaînée, c'est que vous avez un seul type d'accès, c'est le séquentiel. Maintenant, je trouve par exemple au quatrième élément sans passer par tous les éléments qui le précèdent. On a par exemple les gens les راهم قاعدين في الظل اذا حبيت تسقسي la cinquième personne لازم تروح للاول تقول له شكون اللي موراك deuxième شكون اللي موراك ainsi de suite تلحق l'élément que tu veux savoir son ordre. Donc on est obligé de passer d'une manière séquentielle. Le plus important, c'est la mise à jour. La mise à jour, qu'on a fait les tableaux, elle est vraiment complexe, on a besoin d'une gymnastique. Là, on a vu que c'est très 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 simple. Et donc, à partir de ces éléments-là, ces indices, vous pouvez trancher. Est-ce qu'on utilise une représentation contiguë ou une représentation chaînée? Tout dépend du problème. Il y a un problème où il fait des mises à jour très fréquentes. Il est préférable d'utiliser les listes chaînées. عندي un problème où la taille est vraiment limitée وما نحتاج حاجه grande chose, donc انا نقول باللي bon puisque la taille est limitée, je préfère des tableaux. Donc c'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Bon, on va pas maintenant, le choix se fait lorsqu'on vous pose un problème vraiment détaillé, mais on va faire le choix. On va maintenant traiter des exemples sur les listes, mais le futur, si vous avez à trancher dans un projet, est-ce que tu utilises des tableaux ou des listes chaînées, tu as cette comparaison pour pouvoir trancher quelle est la meilleure structure de données qu'on va utiliser pour résoudre notre problème. Voilà, maintenant la manipulation des listes chaînées. Je pense que je vais m'arrêter là. On va le continuer le cours prochain. Donc, si vous avez des questions concernant ce qu'on a là, vous les posez. Alors, c'est le principe, c'est-à-dire c'est la philosophie des listes. Maintenant, comment on manipule les listes, on va le voir à partir de demain, Inch'Allah. On va la programmer. Je vais vous envoyer les invitations. Donc, on va faire cours demain. Sinon, ça sera la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, concernant ce qu'on a vu là, est-ce que, bon, maintenant je vois les fenêtres du chat. Monsieur, Oui, les autres types تاع لي ليست نقراوهم سنة ولا العام الجاي العام الجاي إن شاء الله. ان شاء الله. Là, on ne va voir que les listes simplement chaînées. On va voir, bon, le cours, je fais, c'est-à-dire c'est tout ce qu'il y a, sauf que les applications ferment. Donc, on va faire manipulation, on a plusieurs manipulations qu'on va détailler. Mais c'est tout ce qu'il y a comme déclaration, comme philosophie, c'est tout ce qu'il y a. Qui marche les fichiers. On a la philosophie dans les fichiers, on va des applications. On a la philosophie dans les listes, on va des applications. Les applications, bon, c'est des traitements. Une fois qu'on sait comment déclarer, les applications, c'est simple.
Plist veut dire le nom de la liste chaînée. C'est le type. Plist, c'est le type de la liste chaînée. Parce que on va voir, parce que je ne veux pas précipiter, on va voir que les listes ne sont pas des types prédéfinis. Ça veut dire que c'est un type entier ou réel. C'est un type qui est défini par l'utilisateur, qui met les enregistrements. C'est un type qui est défini par l'utilisateur. Donc, le nom de plist. J'ai choisi plist. L'essentiel, c'est un type de liste. Le type TAO, c'est une liste. Donc, je l'ai appelé pointeur vers un élément de liste. Vous pouvez l'appeler autrement. Ce n'est pas obligatoire. Le nom Hada, vous avez le choix de choisir n'importe quel nom. Parce que ce n'est pas un type prédéfini. C'est à nous de le définir. On va voir après, c'est l'utilisateur qui définit sa liste, qui peut changer d'une personne à l'autre. Alors, autre question? Oui, c'est toujours des enregistrements, bien sûr, c'est toujours des enregistrements. La base, c'est l'enregistrement. La base, tu as les listes, c'est l'enregistrement et les pointeurs. Ça veut dire que c'est un enregistrement qui est composé d'un type classique avec un type pointeur. Mais c'est toujours un enregistrement. Même les autres types de listes, c'est toujours des enregistrements. Bien, donc je vais m'arrêter là. Donc je vais juste, après le cours, comme l'invitation pour demain. إذا كان ماشي العيد, donc on va le faire le cours, la suite. Sinon, on va se voir la semaine prochaine.